On va passer tout de suite à l'affaire Delon. L'affaire Delon qui passe dans une nouvelle phase, une phase active, puisqu'aujourd'hui, Hiromi Rolin, celle qu'on désigne comme sa dame de compagnie ou alors sa compagne, eh bien, a été entendue par la justice. Elle a également, son domicile a été perquisitionné. Je rappelle qu'elle est visée par 2 plaintes déposées par ses enfants. On revient en images sur les dernières avancées dans cette affaire avec Philippine David et Pauline Sarfati. Après 6 heures d'audition libre, Hiromi Rolin est sortie de la gendarmerie de Montargis. Entendue dans le cadre de l'enquête suite aux plaintes déposées par les enfants d'Alain Delon, elle souhaitait s'exprimer sur toutes les accusations dont elle fait l'objet. Elle n'est pour le moment poursuivie pour aucun des faits dénoncés. Plus tôt dans la journée, son domicile de Suresnes a été perquisitionné avec son assentiment. Après 2 heures, les enquêteurs sont repartis. Hiromi Rolin est laissé libre. Depuis l'AVC d'Alain Delon en 2019, la sexagénaire originaire du Japon travaillait pour l'acteur. Présentée comme sa dame de compagnie, elle fait l'objet de 2 plaintes déposées à son encontre. Il y a 15 jours, le parquet de Montargis a donc ouvert une enquête. La première plainte co-signée par les enfants d'Alain Delon et à laquelle l'acteur s'est lui-même associé dénonce des faits de harcèlement moral et détournement de correspondance. La seconde a été déposée par Anthony Delon, son fils, pour violence volontaire sur personnes vulnérables ainsi qu'abus de faiblesse. Mais ce mercredi, l'avocat de la famille annonce déposer une 3e plainte. La situation est en réalité pire qu'on ne le craignait. Je m'apprête à déposer une nouvelle plainte pour des faits nouveaux et potentiellement très graves, découverts depuis le départ de Madame Rolin. L'enquête extrêmement sérieuse en cours permettra de révéler l'exacte nature et ampleur des intentions malveillantes de Madame Rolin. Selon nos informations, la famille Delon s'interroge également sur des retraits de sommes importantes, plusieurs dizaines de milliers d'euros, provenant du compte de l'acteur. Et Vincent Van Tighem est toujours à mes côtés, grand reporter police-justice BFM TV. Maître Philippe Assor, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocat en droit de la famille et en droit des victimes. On sera également en ligne avec Emma Scali, psychanalyste, et puis également avec Stéphane Guy-Bourget, qui est également avec nous, écrivain, auteur du livre La mélancolie d'Alain Delon. On vous retrouve également dans cette partie de l'émission. Vincent Van Tighem, un point tout d'abord sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc Hiromi Rolin a été longuement entendu, mais finalement, ça n'a pas basculé en garde à vue. Oui, c'est l'une des questions qu'on s'est posées une bonne partie de la journée, puisque c'est l'une des possibilités. Elle a été entendue sous le régime de l'audition libre. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un dispositif. Elle aurait pu quitter la gendarmerie où elle a été entendue à tout moment. Finalement, ça aurait pu également basculer sur un régime beaucoup plus coercitif, celui de la garde à vue. Ça n'a pas été le cas. Elle s'est exprimée pendant 6 heures, d'après un communiqué de son avocat publié ce soir, Yacine Bouzrou. C'est elle qui a demandé à être entendue, comme l'avaient été finalement les enfants d'Alain Delon et même Alain Delon lui-même, pour répondre à toutes les accusations dont elle fait l'objet dans ces 2 plaintes et pour s'expliquer, pour contester chaque fait. C'est pour ça que, d'après lui, ça a duré aussi longtemps. Alors ça ne veut pas dire que c'est la fin de l'enquête, il faut bien le préciser, les investigations vont se poursuivre et à tout moment, les enquêteurs peuvent décider de la placer en garde à vue, mais pour ça, il faut qu'ils aient suffisamment d'éléments laissant à penser qu'elle a commis une infraction. Pour le moment, on peut estimer qu'ils n'ont peut-être pas suffisamment d'éléments et on se retrouve effectivement dans une situation où on a la parole d'Hiromi Rolin contre la parole des enfants d'Alain Delon. Ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'aujourd'hui, les enquêteurs ont fait ce qu'on appelle une visite domiciliaire chez Hiromi Rolin, qui s'est transformée en perquisition avec son assentiment, pour essayer justement de trouver des éléments permettant de comprendre si, oui ou non, elle a abusé de la faiblesse de l'acteur, qui, on le sait, est fragilisé depuis un AVC subi en 2019. On va revenir dans un instant plus en détail sur les accusations qui pèsent contre Hiromi Rolin, mais il y a un élément qui est important dans cette affaire. Il y a du flou autour du statut d'Hiromi Rolin. Est-ce qu'elle est sa compagne? Est-ce qu'elle est sa dame de compagnie? Mais c'est important potentiellement pour l'affaire également. Ah ben, tout à fait, c'est absolument central en réalité, puisqu'on voit bien que se confrontent une partie de droit civil et une partie de droit pénal. Et il y a un mélange des genres, en fait, il y a une confusion des genres qui est opérée. Et effectivement, cette dame vivait avec Alain Delon depuis beaucoup d'années. A priori, je crois avoir lu que c'était au moins depuis 2006. Elle a eu un premier statut. Et il semblerait que depuis plusieurs années, ce statut est basculé. C'est-à-dire qu'elle était employée, salariée, assistante, elle est intervenue sur des tournages, elle a régenté un petit peu le domaine de Douchy. Et depuis 4-5 ans, il semblerait qu'elle n'est
plus de contrat de travail, qu'elle n'ait plus de fiche de paye, qu'elle n'ait plus de rémunération. En tous les cas, c'est ce que nous avait dit notamment sur cette antenne Anthony Delon, le fils d'Alain Delon. On ne sait pas si les enquêteurs ont obtenu d'autres éléments, mais c'est les éléments dont nous disposons pour l'instant. On peut imaginer que si Anthony Delon l'a dit alors qu'il a déposé une plainte, a priori, s'il avait des contrats de travail et s'il y avait une relation avec un lien de subordination, il ne se serait pas gêné pour en parler. Donc, c'est vrai qu'on a une confusion des genres de ce point de vue-là, parce que de deux choses l'une. Soit vous êtes la salariée de quelqu'un, et auquel cas c'est assez facile à prouver, soit vous n'êtes pas sa salariée, et compte tenu du faisceau d'indices qu'on a dans ce dossier, vous êtes sa compagne, vous partagez sa vie, vous partagez son quotidien, vous êtes sa concubine, sa colocataire. Voilà, parce qu'il semblerait aussi qu'on ait une notion maintenant financière qui émerge. Je crois que oui, effectivement, Vincent Vadiguet, vous allez peut-être le confirmer. Il y a une deuxième plainte, enfin une troisième finalement, parce qu'il en existe déjà deux, deuxième plainte de la part d'Anthony Delon qui porterait sur des soupçons de malversation financière. Alors on ne sait pas exactement lequel des enfants ou si les trois enfants. En tout cas, leur avocat a annoncé son intention de déposer une nouvelle plainte après avoir, dit-il, découvert des faits extrêmement graves. Alors il n'a pas voulu en dire plus, mais selon nos informations, il y a effectivement des soupçons de malversation financière derrière tout ça. Les enfants d'Alain Delon se demandent si Hiromi Rollin n'a pas abusé de la faiblesse de leur père pour lui soutirer de l'argent, faisant référence à des retraits d'argent à la banque ou des virements, des prélèvements pouvant se chiffrer à quelques dizaines de milliers d'euros. En tout cas, ce sont ces éléments nouveaux qui affleurent aujourd'hui, qui émergent, comme vous l'avez dit. Et c'est vrai que d'un côté, on a cet élément-là qui vient se télescoper avec l'audition libre d'Hiromi Rollin qui a duré pendant 6 heures aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'on a un petit peu du mal à y voir clair dans tout ça. Et justement, en cas de malversation financière, Maître Assouaf, vous allez nous dire que si c'est sa compagne, c'est plus compliqué évidemment à parler de malversation financière. Tout à fait. Moi, je pense qu'il faut qu'on reste extrêmement circonspect. C'est déjà d'une violence absolue pour cette femme. Si, tel qu'elle le prétend, elle est sa compagne, et a priori, pour l'instant, nous n'avons pas d'éléments contraires, et si, dans le cadre de la vie commune qu'elle a avec cet acteur, qui est immensément riche, on ne va pas se cacher derrière son petit doigt, si elle a bénéficié, même pas de largesse, c'est-à-dire juste d'une capacité financière pour pouvoir payer je ne sais qui, faire je ne sais quelle course, recevoir je ne sais qui, entretenir je ne sais quoi, parler de malversation financière, c'est extrêmement infamant. Donc non, pour l'instant, on n'a aucune autre justification que peut-être qu'il y aurait eu des maniements de fonds à partir du compte de M. Delon. On ne sait pas si c'est sur son compte à elle ou sur d'autres comptes, si c'est des retraits. Enfin, il est quand même extrêmement classique. Alors, je comprends, on parle du dossier d'Alain Delon. Donc Alain Delon, c'est une star française internationale, mais monsieur Alain Delon, on en a tous les jours en France, qui vieillissent, qui sont aux prises avec des gens qui s'occupent d'eux, qui sont peut-être pas aussi riches que lui, mais qui ont suffisamment de moyens pour que les personnes qui s'occupent d'eux aient des facilités de caisse. Quand vous vivez avec une personne âgée qui a des moyens et des capacités, vous n'allez pas demander à ses enfants une autorisation chaque fois que vous allez retirer 100 € au guichet. Donc là, en l'occurrence, il semblerait qu'elle ait quand même beaucoup régenté et beaucoup fait dans la vie d'Alain Delon, qu'elle ait eu la main sur un compte, sur une carte de crédit pour pouvoir avoir une facilité dans la vie au quotidien. Je trouve ça extrêmement banal en réalité. Je ne pense pas que c'est ça que les enfants la soupçonnent d'avoir fait, ça on verra. Mais ce qu'il faut préciser également, c'est qu'on n'est pas uniquement les enfants d'Alain Delon contre Hiromi Rollin. Alain Delon lui-même s'est joint à la première plainte, à l'une des plaintes en tous les cas. Oui, à la première plainte qui a été déposée par ses 3 enfants. Elle a été co-signée de la main de l'acteur lui-même. Alors c'est intéressant, c'est vrai qu'Anthony Delon, qu'on a eu en interview il y a environ 3 semaines, nous en parlait parce que il expliquait que cette femme, comme vous l'avez dit à juste titre, a fait partie de la vie de son père pendant très longtemps et qu'elle avait été salariée en tant qu'assistante, mais qu'elle ne l'était plus depuis peut-être 4 ou 5 ans. Et qu'une autre relation s'était nouée. Et il disait, finalement, ça n'a pas posé de problème à mon père, mais il s'est rendu compte il y a quelques semaines que voilà, il y avait d'autres choses, que ce n'était pas normal. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est rendu compte qu'il y avait un problème et qu'il s'est joint à la plainte que nous avons déposée. Donc c'est vrai qu'il y a aussi cet élément-là, sachant qu'on l'a dit, et c'est l'une des autres questions qui va se poser dans ce dossier. Alain Delon est une personnalité âgée maintenant, qui a subi un AVC en 2019. Dans quel état se trouve-t-il? Est-ce que ses facultés sont altérées? Et si oui, depuis combien de temps? On parle d'abus de faiblesse. Ça, peut-être qu'aussi des expertises vont pouvoir
permettre à la justice d'y voir un peu plus clair pour savoir quel est le degré de responsabilité des uns et des autres. Stéphane Guy-Bourget, vous êtes avec nous. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre La mélancolie d'Alain Delon. Vous qui avez beaucoup travaillé évidemment sur la star, sur l'immense star qu'est Alain Delon. Qu'est-ce que ça vous évoque cette affaire de le voir peut-être avoir été abusé par une femme évidemment qui pour l'instant reste présumée innocente, mais qu'est-ce que ça vous évoque ça? Alors moi je ne vous parlerai pas je ne veux surtout pas intervenir sur une enquête policière, je suis absolument pas compétent en ce domaine. Par contre ça me fait penser à une très belle phrase de Pascal Jardin qui décrivait Delon comme un, je le cite, personnage shakespearien égaré dans une époque de série noire. Et je trouve que ça fait un bel écho à ce qui se passe en ce moment. Et je voulais rappeler que Delon est souvent apparu dans ses films, et souvent dans ses meilleurs films, comme un personnage vulnérable, comme un homme démuni et comme un homme éperdu. Je pense notamment à La prima notè di Piété, qui a été rebaptisé Le Professeur, de Valerio Zolini, qui est sorti en 1972, je crois, où, tombé amoureux d'une jeune étudiante, il est incapable de quitter sa femme, qui est interprétée par Léa Massari, jusqu'au plus profond des espoirs. On se souvient tous, je crois, de Notre histoire, de Bertrand Blier, en 1984 avec Nathalie Baye, où il se met vraiment dans les pas de cette femme qui veut se débarrasser de lui, et lui, presque comme un enfant totalement éperdu, a absolument besoin du regard de cette femme sur lui. Et je crois que de mal dominant en fait, qu'on peut avoir parfois rapidement de certains films d'Alain Delon. On oublie souvent que dans la plupart de ces films, il n'a pas été ce mâle dominant, y compris dans un de ses plus grands succès, un de ses films les plus populaires encore aujourd'hui, qui est La piscine, où il est considéré par Maurice Ronet et peut-être même aussi par le rôle interprété par Romy Schneider comme un raté. Et il a toujours interprété ça avec beaucoup de justesse, et il disait lui-même qu'il n'était pas comédien, qu'il était acteur, qu'il vivait chacun de ses rôles, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est la vie qui le rattrape et que c'est plus un rôle, et je trouve ça très émouvant d'une certaine façon, parce que nous serons tous un jour ou l'autre vulnérables, et que pour Delon exister, c'est peut-être une des clés de cette affaire d'ailleurs, et là je vous parle en tant que romancier, pas du tout en tant que spécialiste police ou justice, je pense que Delon a besoin ou a toujours besoin d'exister dans les yeux d'une femme, et peut-être que cette Hiromi Rollin, au soir de sa vie, a été cette femme dans les yeux de laquelle il a eu besoin de trouver son reflet. Mais vous parliez également de la vulnérabilité, Stéphane Guy-Bourget. Effectivement, le côté vulnérable, l'abus de faiblesse, c'est évidemment au centre également de cette affaire. Emma Scali, vous êtes également en ligne avec nous. Vous êtes psychanalyste. Alors, on ne peut pas parler, évidemment, vous ne pouvez pas nous parler précisément de cette affaire. Personne ne sait quelle était la relation exactement entre Alain Delon et Hiromi Rollin, mais dans des affaires similaires où certains accusent une personne d'abuser de leur père, de leur mère, qui vieillit et qui faiblissent, qui sont de plus en plus faibles. Vous parlez de toxicité, d'une relation où l'un des deux prend l'ascendant sur l'autre? Oui, je pense qu'en effet, ça peut être le cas, évidemment, dans cette affaire-là. Pas, mais ça peut être le cas puisque la personne en question se retrouve dans une situation de grande vulnérabilité. Il ne faut pas oublier que Alain Delon est une icône, donc il représente évidemment une personnalité hors norme, hors du commun, qui crée de la fascination. Et il peut y avoir aussi chez les personnes en face une volonté de posséder une partie de cette personnalité exceptionnelle. Donc il peut y avoir ça d'une part. Et puis aujourd'hui, c'est un monsieur d'un certain âge et qui, de fait, est aussi en grande vulnérabilité. Et je rejoins en fait ce qui a été dit précédemment à propos de sa personnalité, à propos aussi de la question de la mélancolie. Il y a quelque chose aussi autour de la vieillesse. Et dans ce type de situation, je ne parle pas de cette situation en particulier, mais dans ce type de situation, il peut parfois se créer un lien qui est empreint
besoin à la fois de dépendance, d'un sentiment d'amour, mais qui n'en est pas forcément un, qui n'est pas forcément de l'amour dans lequel il y aurait de la réciprocité et du partage, mais dans quelque chose qui est de l'ordre de la dépendance, de la codépendance. Et dans ce cadre-là, exactement comme on peut avoir parfois dans les principes de dépendance affective, eh bien, il peut y avoir, se mettre en place un système de dépendance et éventuellement de violence psychologique. Donc là, je ne sais pas ce qu'il en est pour cette situation-là, mais on peut également parler de ce qu'on appelle de harcèlement fusionnel, c'est-à-dire qu'il y en a un des deux qui est dépendant de l'autre et qui va jouer avec cela. Je vois vouloir réagir, Maître Assor. Tout à fait. En fait, je voudrais rebondir sur deux aspects qui me paraissent très importants. Le premier aspect, il est strictement psychologique, personnel. Alain Delon, comme tout un chacun, a le droit d'être ambivalent, changeant. Qui n'a pas vécu une relation dans laquelle il ne sait pas où il en est exactement? Est-ce que j'éprouve des sentiments pour la personne? Est-ce que je n'en éprouve pas? Est-ce que j'en ai éprouvé? Est-ce que j'en éprouve plus? Est-ce que je voudrais en éprouver davantage? Il a le droit, lui aussi, tout Alain Delon qu'il est, il n'en reste pas moins un être humain avec cette ambivalence et le fait que tout n'est pas si simple, tout n'est pas si linéaire. Le deuxième aspect, il est extrêmement juridique. En fait, on glose sur la vulnérabilité, la capacité, la dépendance, l'emprise. Mais nous avons un arsenal juridique qui permet de déterminer les choses. En droit civil, des majeurs vulnérables, il y a un protocole avec des expertises qui peuvent être mises en place. Est-ce que ces expertises ont été mises en place ou pas? Il ne nous appartient pas de le décider ni de le savoir en l'occurrence, puisque ce sont des affaires qui sont à huis clos. On est dans la sphère civile. Mais oui, il y a un arsenal juridique qui permet de faire examiner par des experts dont c'est la spécialité pour savoir si la personne est vulnérable, jusqu'à quel point et depuis quand. Donc là aussi, on tourne en rond dans cette affaire et on comprend en fait que de deux choses l'une. Soit il nous manque des éléments du puzzle, soit nous avons affaire à une telle icône que ça devient un sujet tabou. Qui oserait expertiser Alain Delon? Qui oserait écrire noir sur blanc que ses facultés psychologiques sont altérées? C'est peut-être pour à ceci près qu'on a eu le même débat, alors ça nous ramène quelques années en arrière avec une personnalité très importante qui n'était pas dans le monde du cinéma. Je parle de Liliane Bettencourt parce que ça a été le même débat avec Liliane Bettencourt et on se disait à l'époque quel médecin va pouvoir examiner, expertiser. La femme la plus riche de France. C'est ça. Et finalement, ça a eu lieu cette expertise. Ça a eu lieu parce qu'il y a eu vraiment des enjeux et je crois me souvenir qu'on parlait en millions d'euros. Là, il semblerait qu'on parle de dizaines de milliers d'euros qui pourraient juste couvrir le quotidien. Je note quand même, parce qu'on parle énormément d'Alain Delon. Moi, je ne veux défendre personne dans cette affaire et je suis très attaché au respect de la présomption d'innocence. Je note que cette dame est allée au-devant de l'audition, est allée au-devant de la perquisition, que tous les éléments pour l'instant dans cette enquête entre guillemets, qui sont censés être à charge, n'ont mené à rien pour l'instant. Le droit pénal est un droit restrictif. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, et heureusement, accuser des gens à tort. On ne peut pas, juste sur des humeurs, des sautes d'humeur, des prétendus justificatifs, considérer qu'ils ont commis des infractions. Non, en revanche, la justice a ouvert une enquête effectivement assez rapidement et on va rappeler justement effectivement qu'il y a des accusations tout de même assez graves qui pèsent sur Hiromi Rollin et quelle peut être la suite. C'est pas parce qu'elle a été remise en liberté qu'il n'y aura pas de suite à cette affaire, qu'elle ne sera pas à un moment donné placée en garde à vue. Oui, tout à fait. Alors, c'est même pas qu'elle a été remise en liberté, c'est qu'elle n'a jamais été sous un régime de garde à vue ou sous une mesure coercitive. Alors, ça ne veut pas dire l'enquête, on le répète, mais n'est pas clôturée à l'heure actuelle. C'est une enquête préliminaire qui est ouverte par le parquet de Montargis. On ne connaît pas les chefs de qualification, mais ça se fonde sur les plaintes qui ont été déposées par les enfants d'Alain Delon. On parle là de faits de harcèlement moral, de vol de correspondance, parce que selon les enfants, elle est accusée de garder par-devers elle les correspondances, les courriers, les messages téléphoniques de l'acteur. Elle est accusée également d'avoir exercé des violences sur le chien de l'acteur, sur Alain Delon lui-même, voire même des faits de séquestration. Donc on est sur des faits extrêmement graves. Aux enquêteurs de la section de recherche de gendarmes d'Orléans d'essayer de faire toute la lumière là-dessus. Et les investigations vont se poursuivre. Effectivement, le seul élément pour rebondir sur ce que vous disiez et sur effectivement les expertises médicales qui permettent de
déterminer si Alain Delon est en situation de vulnérabilité ou pas. Tout ce qu'on peut dire à l'heure actuelle, c'est qu'il n'est placé ni sous tutelle ni sous curatelle. Voilà. Ce qui est certain aussi, c'est que la perquisition a eu lieu cet après-midi. Les perquisitions, le résultat des perquisitions ne peut pas être effectué en temps réel. Forcément, il y a une police judiciaire qui va investiguer sur les disques durs, sur les relevés de compte. On se doute bien que quand on ramasse les éléments, on n'est pas en train de les étudier en même temps. Donc ça va nécessiter un certain temps et que peut-être de l'étude de ces éléments va ressortir des éléments à charge ou à décharge, d'ailleurs, qui nous donneront un éclairage sur la suite de cette enquête. On le voit dans beaucoup d'affaires qui n'ont rien à voir avec celle-ci, notamment des affaires criminelles qui ont défrayé la chronique, où on a des auteurs qui n'étaient même pas auteurs présumés, qui se sont présentés, qui ont été auditionnés, qui sont ressortis libres et qu'on a vu 3 mois plus tard mis en garde à vue, inculpés et mis en détention. Donc, on voit bien que de ce point de vue-là, notre justice est assez bien faite et que cette présomption d'innocence est respectée et nous verrons jusqu'à quel point cette dame arrivera à démontrer les choses. Pour l'heure, elle a quand même passé 6 heures dans un commissariat. À sa demande, d'après son avocat. C'était quand même sûrement pas une visite de courtoisie, donc on a dû lui poser une flopée de questions auxquelles elle a répondu. Il y a un parquet qui supervise quand même cette audition. Elle ressort de cette audition comme elle est rentrée, c'est qu'a priori, elle a apporté des éléments de réponse à ce stade suffisamment étayés et satisfaisants pour qu'on considère qu'il n'y a pas encore d'éléments à retenir contre elle, nonobstant la plainte qui a été déposée. Merci beaucoup à tous les deux. Je salue aussi Emma Scali et Stéphane Guibourget qui étaient également avec nous. Merci à vous.